15 heures sur Télé Djibouti, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Le ministre de l'économie et des finances est à Dar es Salaam, lors de la réunion sur le capital humain, et met en avant le modèle novateur de Djibouti. En Afrique du Sud, une collision entre deux bus a fait 77 blessés. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Direction Dar es Salaam à présent, où dans le cadre d'une discussion panéliste de haut niveau, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, avec ses pairs africains, a partagé leur expérience respective et évoqué les défis liés à la valorisation du capital humain lors d'un panel de discussion. Les participants à cette discussion ont unanimement salué l'approche novatrice de Djibouti en matière de valorisation du capital humain, reconnaissant son importance cruciale pour le développement durable et l'épanouissement des sociétés. Et dans ces échanges, le ministre de l'économie et des finances a partagé avec ferveur l'expérience de Djibouti en matière de promotion de l'expansion d'une politique novatrice axée sur des normes de qualité et a été développée donc afin d'assurer un niveau minimum d'excellence dans les écoles, qu'elles soient publiques ou privées, sous l'impulsion du président de la République, Ismaël Omar Guelleh. L'accent a été particulièrement mis sur l'inclusion des enfants marginalisés, la prise en charge des enfants à besoins spéciaux et l'accueil chaleureux des réfugiés, reflétant ainsi la vision humanitaire de Djibouti qui est équitable. Écoutons pour plus de précision l'intervention du ministre de l'économie et des finances. Le sujet du capital humain est, comme notre présence le prouve, est le sujet d'aujourd'hui et de demain. Parce que avec la dividende démographique, les défis que nous avons en Afrique, nous n'avons pas d'autre solution que de développer cette richesse première que nous avons, c'est-à-dire l'humain, le capital humain. Dès le début de l'indépendance, nous avons hérité très peu d'éducation. Il n'y avait que 2 écoles à l'indépendance en 1977. Je parlais d'un seul lycée pour tous les pays. On a fait du très 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 long chemin. L'éducation était très sélective, très élitiste. Très peu de gens avaient la chance d'y accéder. Nous avons au jour d'aujourd'hui démocratisé cela. Au fil du temps, nous avons pu démocratiser, nous avons embarqué tous les Djiboutiens sans exclusion aucune. Naturellement, les défis se sont posés, et principalement autour de la période de l'ajustement structurel. Nous avons décidé depuis ces dernières années de reprendre cela, le taureau par les cordes, et je peux vous dire que les résultats sont d'ores et déjà là. Nous ne le faisons pas seuls, nous le faisons avec le secteur privé, avec les associations. Je pense que c'est une démarche qu'il va falloir de plus en plus y aller. Et nous pensons dans le futur travailler beaucoup sur l'inclusion. Nous devons travailler avec la société civile, avec les associations, avec le secteur privé. Et nous devons avoir un regard particulier sur l'inclusion. Pourquoi? Parce que ceux qui ont eu la possibilité, les parents qui ont eu la possibilité de mettre leurs enfants en préscolaire ont collecté les fruits de ces efforts, et moyennant des ressources. Ceux d'entre nous qui n'ont pas cette ressource, c'est ceux-là qui restent encore décalés de tous les processus. C'est pour cela que, non seulement pour les jeunes filles, non seulement pour les handicapés, mais pour tous ceux qui sont vulnérables, il faut que le gouvernement mette les ressources nécessaires pour les accompagner en préscolaire. Le ministre délégué à la décentralisation, Rassim Haroun Ali, a reçu une délégation du Kaizen Company conduite par la chef du projet, Ban Saraf. Au cours de cette rencontre, le ministre et les représentants de la société, de la compagnie Kaizen, chargés de la mise en œuvre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus du développement local, ont procédé à la signature d'un mémorandum d'entente qui implique le ministère dans la mise en œuvre et le suivi du projet. L'objectif étant de renforcer les capacités d'organisation de la société civile et
et les conseils régionaux pour que chacun puisse assumer pleinement son rôle dans le cadre du développement local, participatif, en partant des besoins exprimés par la population concernée. Il s'agit d'un projet d'appui au processus, à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local. La première étape a porté sur l'évaluation de la capacité de la société civile, du conseil et des conseils régionaux. Il s'agit aussi d'impliquer le ministère, notre ministère, dans la mise en œuvre et le suivi de ce projet. C'est à ce titre que nous venons de signer un mémorandum avec l'agence d'exécution Kaizen. Suivant également l'intervention de la chef du projet de Kaizen Compagnie. C'est un vrai plaisir d'être ici et j'espère que le MOU va continuer la relation positive qu'on a créée entre nous et votre équipe qui est toujours positive avec nous pour encourager la société civile de travailler ensemble avec vous et nous et la communauté locale. Je vais être bref. C'est un très plaisir d'être ici et merci pour vous et l'équipe ici d'avoir ce jour pour signer le MOU, le mémorandum. Suivant également l'intervention du ministre délégué à la décentralisation, Rassim Haroun Ali. Ces mémorandums que nous allons signer portera sur une collaboration entre la compagnie Kaizen et le ministère de la décentralisation. Comme vous le savez, notre ministère est chargé du développement local. Et notre collaboration, en portant sur la collaboration entre la compagnie et le ministère de la décentralisation, appuiera le processus de développement local par la société civile. Donc c'est la première pierre de notre édifice et pour travailler main dans la main et collaborer ensemble pour atteindre notre objectif qui est d'accompagner la société civile dans le développement local. Dans le Nouvelle Nationale toujours, dans le cadre de son engagement continu dans la lutte contre la pauvreté, le ministère des Affaires sociales et de Solidarité a procédé au lancement des transferts monétaires pour 5000 ménages urbains dans le contexte du projet d'urgence de la protection sociale et de réponse aux crises alimentaires. Ce projet d'envergure qui couvre au total 15 000 ménages djiboutiens vise à fournir une assistance financière cruciale et à renforcer la résilience des communautés vulnérables face aux situations de crise. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars, ce projet représente une réponse proactive aux multiples crises exogènes qui ont durement touché la population djiboutienne. Ce projet d'ambition couvre pas moins de 86 200 individus, tant urbains que ruraux, avec une attention particulière portant aux 2300 étudiants issus des régions de l'intérieur qui bénéficient d'une restauration gratuite tout au long de leur cursus universitaire, permettant ainsi un meilleur accès à l'éducation et à l'avenir. Outre les transferts monétaires et les distributions de vivres, le projet d'urgence et de la protection sociale et de réponse aux crises alimentaires, mais également l'accent sur l'alphabétisation via la mise en place de programmes de formation en partenariat avec l'UNFD et en adoptant une approche participative. Le projet encourage le développement communautaire conduit par la communauté elle-même en collaboration avec l'ADDS. En effet, l'un des piliers majeurs de ce projet est la mise en place de 80 sous-projets de développement communautaire dans les zones rurales de Djibouti. Écoutons pour plus de précision le directeur des affaires sociales. Suite à l'appel à la solidarité lancé par le président de la République Al-Hadji Ismaël Omar Guelleh le 10 mars 2022, le ministère des Affaires sociales et de Solidarité a mobilisé un financement de la Banque mondiale à hauteur de 30 millions de dollars pour financer un projet d'urgence. Ce projet qui est en réponse aux différentes crises exogènes qui ont touché la population djiboutienne. Le projet est composé de deux grandes composantes.
première composante des filets de sécurité sociale qui touchait 15 000 ménages, dont 5 000 vivent ici à Djibouti-Ville et 10 000 ménages vivaient dans le milieu rural. Donc, depuis le mois d'avril dernier, nous avons lancé les transferts monétaires et la distribution des vivres pour les 10 000 ménages qui vivaient dans la région. Et hier, nous avons lancé les transferts monétaires pour les ménages qui vivaient dans le milieu urbain, c'est-à-dire à Djibouti-Ville, via le CEPEC. Donc, pourquoi le CEPEC? Parce que ces gens-là, il faut les bancariser pour qu'ils puissent, à la fin du projet, bénéficier des activités génératrices de revenus. C'est vrai, la nouvelle stratégie du ministère, c'est vrai, il faut les assister, mais à la fin, il faut que ces gens-là soient autonomisés. Il faut qu'ils sortent de la pauvreté. Donc, c'est la bancarisation qui leur permettrait également d'avoir facilement accès au financement et aux activités génératrices de revenus. Et il s'agit également, dans la première composante, de financer la restauration universitaire pour les étudiants issus des régions de l'intérieur. Cette partie touchait 2300 étudiants de l'Université de Djibouti. Nous avons lancé cette partie en décembre dernier. Nous avons terminé la première partie, la première année universitaire, en juin 2023. Donc nous allons reprendre encore la nouvelle année universitaire qui est de septembre 2023 jusqu'à juin 2024. Et la deuxième composante du projet, c'est la résilience, c'est-à-dire financer également des sous-projets pour le milieu rural et financer également des caisses communautaires solidaires en grand les projets. Et nous allons continuer jusqu'à fin 2024, Inch'Allah. Et suivons à présent l'intervention du directeur général de la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti. Nous avons demandé à ce que ces personnes puissent épargner et que demain, ils puissent bénéficier d'un microcrédit au niveau de la Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti. Donc, ces programmes de protection sociale vont être également accompagnés d'une mesure d'accompagnement qui permettrait de développer une activité génératrice de revenus et sortir de la pauvreté. La CEPEC de Djibouti n'a ménagé aucun effort pour que toutes les caisses, donc à Djibouti-Ville, Nguela, Balbala et PK12, puissent initier en même temps et payer les 5000 ménages qui ont été identifiés par le guichet. Comme vous le savez, son Excellence Ismaël Omar Guelleh l'a toujours rappelé, aucun ménage ne sera épargné pour qu'ils puissent bénéficier d'un soutien, pour qu'on puisse aider les gens vulnérables, les plus vulnérables, à sortir de la pauvreté, notamment en leur effectuant des cash transferts, mais surtout en les aidant à épargner et surtout développer une activité génératrice de revenus. Dans l'actualité, toujours, l'Union de la presse francophone, en collaboration avec l'Institut français de Djibouti, a organisé aujourd'hui une conférence débat sur le journalisme à Djibouti. Cette conférence intitulée « Le journalisme à Djibouti hier et aujourd'hui », un débat intergénérationnel vise à créer une passerelle entre les journalistes d'hier et d'aujourd'hui pour revisiter les pratiques du métier entre hier et aujourd'hui. Les jeunes journalistes ont eu l'opportunité d'apprendre de leurs aînés et vice-versa sur la passion donc nécessaire pour pratiquer le métier dans le respect de la déontologie journalistique et des codes indispensables dans la recherche et l'éclosion de la vérité. La cérémonie de lancement de cette conférence a eu lieu en présence du président de l'UPF Djibouti, Kendid Ibrahim, de la présence de la journaliste donc Hasna Maki, du directeur de l'Institut politique du CERD, Aden Mohamed, et de nombreux professionnels des médias djiboutiens. L'objectif de cette conférence était de permettre aux générations passées et actuelles de partager leurs expériences, d'analyser les défis auxquels ils ont fait face hier et ceux qui persistent aujourd'hui. La conférence a également abordé la question de l'engagement de la presse en se penchant sur son évolution au cours des dernières décennies. Un autre sujet majeur était l'impact des nouvelles technologies sur la pratique du journalisme à Djibouti. Les participants ont débattu de l'influence des médias numériques et de leur rôle grandissant dans la diffusion de l'information, notamment en comparaison avec les analyses et reportages sur le terrain qui ont dominé le paysage médiatique par le passé. Au bout de cette discussion, j'aimerais qu'on tire une synthèse, une conclusion pour, en tout cas, comme disait le président tout à l'heure dans son discours d'introduction, pour qu'on puisse étayer, pas de manière exhaustive certainement, mais au moins étayer les points saillants de ce que doit être le comportement d'un journaliste dans un pays. Ce comportement peut varier si on est un journaliste d'un média institutionnel ou d'un média indépendant, selon que ce soit les réseaux sociaux ou la télévision et un journal officiel qui est La Nation ou l'ADI par exemple.
parce qu'il y a en journalisme ce qu'on appelle des lignes éditoriales. Et dans un discours prononcé à cette occasion, le président UPF Djibouti a indiqué que cette conférence était essentielle pour créer des passerelles entre les journalistes d'hier et d'aujourd'hui pour revisiter les pratiques du métier. Et elle sera également l'occasion, a-t-il indiqué, pour les jeunes journalistes d'apprendre de leurs aînés sur la passion et la fougue indispensables pour pratiquer ce métier. On l'écoute. Cette conférence sera l'occasion pour les jeunes journalistes d'apprendre de leurs aînés sur la passion et la fougue indispensables pour pratiquer le métier. Un métier noble et exigeant qui requiert le respect de la déontologie journalistique et des codes indispensables dans la recherche et l'éclosion de la vérité. Chers collègues, nous vivons dans une ère nouvelle avec ses enjeux et ses défis. À ce jour, l'Internet et l'épanouissement exponentiel des réseaux sociaux ont totalement chamboulé la donne. L'instantané de l'information empêche la distance et le recul indispensable pour mener un travail d'analyse approfondi. Ce manque peut facilement induire en erreur si l'on n'a pas la patience et le métier indispensable pour réussir le travail journalistique. Les reportages de terrain, l'enquête, l'analyse et les interviews sont aujourd'hui en panne sèche au profit du traitement du factuel qui s'est arrogé l'essentiel du travail médiatique. Est-ce devenu un horizon indépassable ou une voie de sortie de cette paresse médiatique, pour ne pas dire autre chose, est possible? C'est un autre sujet du débat qui promet d'être pour le moins passionnant. Les journalistes des deux générations pourront croiser leurs regards et dégager des pistes de réflexion et des pistes de travail avec l'appui des experts des médias et de la communication. Outre nos collègues journalistes, toutes générations confondues, nous avons l'honneur de vivre ce débat avec des contributions des médias en ligne et la radio-télévision du CRIPEN qui sont nos invités aussi à cette conférence. Les Jeux de la francophonie reprennent de plus belle. En effet, plusieurs pays africains s'activent pour prendre part aux 9e Jeux de la francophonie qui vont se tenir du 28 juillet au 6 août prochain à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette compétition comprend 7 disciplines culturelles: art de la rue, danse hip-hop, marionnettes géantes, jonglerie avec ballon, art visuel, peinture, photographie, sculpture, installation, chanson, conte et conteur, danse de création, littérature et création numérique. Tous les jeunes artistes et créateurs francophones du monde dont l'âge varie entre 18 et 35 ans vont se retrouver au méga village de ces Jeux érigés à l'occasion donc au plein cœur de Kinshasa. Pour sa part et sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture, Djibouti sera représenté par 8 jeunes artistes et créateurs dans 3 disciplines majeures: littérature nouvelle, danse hip-hop et création numérique. La délégation conduite par la conseillère technique jeunesse et experte de la Conféges, Asli Mohamed, a décollé ce matin pour se rendre à Kinshasa et donc le ministère de la Jeunesse et de la Culture leur souhaite succès et belle moisson de médailles à Baiden Ni'man, candidate au concours francophone de nouvelles, à la troupe Jeep Dance pour la catégorie danse moderne et enfin à Barkhat et Adaoué pour la création numérique. Des jeunes danseurs djiboutiens. On a été sélectionnés par des experts de la francophonie aux 9e Jeux qui vont se dérouler au Kinshasa cette année 2023. Et là, on est en route vers le Congo et souhaitez-nous bonne chance. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse envoie une délégation à Kinshasa. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture prend part à ce grand événement des 9e Jeux. D'autre part, je suis également chef de délégation afin de conduire cette délégation à Kinshasa. Et dans le dossier de cette édition, en cette période de forte chaleur, les Djiboutiens, pour certains, donc partent trouver des cieux plus cléments en Europe ou ailleurs, mais d'autres préfèrent rester ici à Djibouti et visiter donc le pays, puisque les mêmes conditions climatiques sont présentes sur notre territoire. Ici, donc, dans ce reportage, nous allons nous rendre dans la région d'Arta, où les vacanciers prennent du plaisir en famille ou entre amis. Regardez, c'est un document de la rédaction.
برتني عالتكبير ده ما يقول بدنا محا برتني عالتكبير ده ما يقول. Situé à 30 minutes de la capitale et à seulement 800 mètres d'altitude, c'est un autre environnement, un climat différent qu'offre Arta. Arta, réputé entre autres pour ses randonnées pédestres, sa magnifique plage et ses requins-baleines. Quelle meilleure évasion qu'est d'allier climat doux et activités des distractions que propose la région. بدنا محا برتني عالتكبير ده ما يقول بدنا محا برتني عالتكبير ده ما يقول. La proximité avec la capitale et surtout son climat ont attiré beaucoup d'estivants. Les après-midi, les jeunes vacanciers se mêlent à ceux de la ville pour regarder ou partager une partie de match de football. Pendant ce temps, d'autres préfèrent rester sur la terrasse des petites cafétérias, une façon de se retrouver autour d'un café. بدنا محا برتني عالتكبير ده ما يقول بدنا محا برتني عالتكبير ده ما يقول. Les vacanciers qui viennent pour la majorité de la capitale pour les week-ends ou installés pour la période de la saison chaude ont tous les mêmes sentiments sur les plaisirs d'une escapade estivale à Arta. Cette attraction est certes due à la nature, mais aussi à la culture d'accueil, d'ouverture et d'attachement des Artaouis à leur localité, une population qui a su mettre en valeur chaque rencontre avec les vacanciers. Je viens souvent à Arta, juste que le climat il est frais, ça fait plaisir pour le tourisme. Juste aussi, même si on a fermé toutes les frontières de notre voisin, c'est plaisir de savoir, de voir et d'explorer. Il y a des places qu'on ne peut jamais imaginer qu'il y avait ça à Djibouti. On est venu pour le week-end, mais la famille habite ici pour les étés. Arta, c'est déjà pas mal, c'est dans notre pays et c'est déjà pas mal. On trouve ça que le tourisme se développe ici à Arta et puis alhamdulillah. Il y a des promenades par-ci, par-là, même dans les montagnes ou dans les routes principales. Et nous voyons même des visages qui n'ont pas été reconnus dans le temps et ça nous fait plaisir. بدنا محا برتني عالتكبير ده ما يقول بدنا محا برتني عالتكبير ده ما يقول. Pour rehausser les niveaux du tourisme à Djibouti et à Arta, la région abrite une installation incontournable dans ces domaines, Sani Hill, ou centre sectoriel des formations en hôtellerie et tourisme. Un centre, en plus de dispenser des formations de haute qualité pour rendre compétitifs ces secteurs d'activité, dispose des installations dignes d'une vraie ville balnéaire. Un passage obligé pour tous les amoureux de la bonne cuisine, de la détente, avec une vue exceptionnelle. بدنا محا برتني عالتكبير ده ما يقول بدنا محا برتني عالتكبير ده ما يقول. Un pari réussi pour le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui a su faire de ces centres un lieu de référence de l'apprentissage des métiers de l'hôtellerie et du tourisme avec des modules concrets qui permettent aux apprenants de travailler dans un environnement professionnel et de devenir le lead dans ces domaines. Le tout pour la grande satisfaction des Djiboutiens dans leur ensemble, selon Saïd Miguel, directeur de la restauration des Sani Hill. C'est le seul coin que les gens en profitent, que touristique, que loisirs. Voilà, il y a la piscine, il y a l'air jeu, il y a le pétanque, on a des terrains de foot, il y a aussi un terrain mini-golf. Voilà, les gens en profitent vastement. On a toujours des clients sans arrêt sur le centre. C'est un atout qu'on trouve à Arta. L'hygiène, c'est la priorité pour la restauration et la cuisine. Après, nous travaillons sur une technique de base qu'on s'appelle HACCP. C'est hygiénique. Avec un paysage exceptionnel, son air frais, surtout la nuit en cette période, sa somptueuse plage, Arta reste incontestablement une destination touristique de premier choix.
wadani cartaka bildhamay guul badanaa maxaa kurtani cartaka bildhamay guul. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Direction l'Italie à présent. Incendie et canicule en Sicile. Les violents orages dans le nord. Une température de 47,6 degrés Celsius a été enregistrée. Et en Sicile, les pompiers siciliens ont lutté durant la nuit de lundi à mardi contre plusieurs incendies dont l'un est arrivé tout près de l'aéroport de Palerme, contraignant à la fermeture de celui-ci pendant plusieurs heures dans la matinée. Le transport ferroviaire est également affecté par ces incendies. La Sicile est en outre touchée par une vague de chaleur avec une température de 47,6 degrés Celsius enregistrée lundi à Catane, selon la protection civile. Par ailleurs, à Milan, des vents forts, des fortes pluies et de la grêle se sont abattus à l'aube sur la capitale économique du pays, inondant les rues et abattant les arbres dont un bon nombre est tombé sur la chaussée. L'entreprise locale de transport public a déploré de sérieux dégâts dans les réseaux électriques. Dans la région de Brexia, au nord, une jeune fille scout de 16 ans a été tuée par un arbre qui s'est abattu sur sa tente dans un campement, ont rapporté les agences. Les pompiers ont évacué les autres membres du groupe dans une salle de sport des environs. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.